On démarre tout de suite, Célia? Il est Oui, c'est bon. 58. On va attendre un petit peu, hein. Oui, on a ouvert, mais... On laisse 2 minutes. Mm. Bonjour à tous, on va se laisser encore 2 minutes, le temps que tout le monde se connecte, et on démarre à 15 heures. De recherche. C'est un concours qui a été créé et financé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que le secrétariat général pour l'investissement. Alors, avant de démarrer, moi, je tiens à vous encourager très, très fortement à candidater à ce concours. Vos projets de recherche, ils peuvent vraiment avoir un impact fort sur la société, plus largement peut-être même sur le monde. Et finalement, qui mieux que vous pour porter ces projets de recherche vers une application concrète au sein de la société. Donc, il faut savoir que par le biais du plan Deep Tech, on va revenir dessus, il y a de très nombreux moyens et dispositifs qui sont mis à votre disposition pour faciliter l'entrepreneuriat Deep Tech. Et donc, vraiment, je vous encourage à vous lancer, à essayer. Sachez que c'est pas forcément toujours évident, mais en tout cas, il y a beaucoup de dispositifs qui seront derrière vous pour vous aider à rencontrer du succès dans votre aventure entrepreneuriale. Donc vraiment, je tenais à vous encourager à candidater. Donc on a 1h30 ensemble, comme le disait Célia. On va passer cette heure et demie de la manière suivante. Je vais d'abord vous faire une petite présentation du concours ePhD. Pour sa version 2023. Ensuite, on aura des témoignages de 4 lauréats qui vous raconteront leur expérience. Et puis enfin, on passera le temps qu'il faut. On devrait avoir suffisamment de temps pour une session de questions-réponses. Voilà, donc comme le disait Célia tout à l'heure, n'hésitez surtout pas. Hein, vous avez un chat voilà, à droite sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Donc allez-y, Célia les notera et puis on y répondra à la fin. Alors, on va passer à la présentation du concours ePhD. Je vous parlais du plan Deep Tech précédemment en introduction. Ce plan Deep Tech, il a été créé en 2019 et il a été créé avec 2 convictions fortes. La première, c'est que la nouvelle révolution de l'innovation, après la révolution du digital, c'est la révolution des technologies de rupture. Donc ça, c'est une première conviction. Et la deuxième conviction, c'est que les startups Deep Tech, donc qui sont issues des technologies, issues des laboratoires, sont des startups qui permettent de répondre à des enjeux de société assez forts. Donc à la fois à des enjeux de souveraineté, hein. Vous savez qu'en France, on a un enjeu autour de la réindustrialisation de notre territoire, mais même des enjeux de société beaucoup plus larges hein, que nos frontières, qui sont des réponses finalement à des défis assez importants, que ce soit la santé, la mobilité durable, l'efficience énergétique, etc. Donc, quand je parle d'une startup Deep Tech, à quoi est-ce que je fais référence? Je fais référence à une startup qui est issue d'une technologie dont les travaux de recherche ont eu lieu dans un laboratoire. Et ce sont des startups qui ont, en général, un fort impact d'un point de vue sociétal. Donc, ce plan Deep Tech qui a été lancé en 2019, il y a 4 ans, il a 2 objectifs. Le premier, c'est d'accroître l'émergence des startups Deep Tech. Et le deuxième objectif, c'est d'accroître leur croissance. Donc, en termes d'émergence et de création de startups Deep Tech, on a un objectif qui est un peu ambitieux, qui a été rappelé par le président de la République en octobre. On souhaite créer 500 startups Deep Tech par an. C'est assez ambitieux puisque, comme vous pouvez le voir, on part de 160 créations de startups Deep Tech en 2019. Alors en 2021, on estime qu'on était à 250, donc il y a eu une évolution, mais il faut encore qu'on double. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un objectif qui est ambitieux, mais qu'on a les moyens et on peut l'atteindre. On a fait une étude qui montrait qu'il y avait près d'un jeune chercheur sur 2 qui envisageait la création de startups comme une potentielle voie de poursuite de carrière. Donc c'est de ce constat qui est né le concours ePhD il y a 4 ans, en 2019. Ce concours, son objectif, c'est de vous donner l'opportunité de tester le potentiel applicatif de vos projets en vous donnant toutes les ressources pour le faire.
Donc, c'est un concours qui est national, qui s'adresse aux jeunes chercheurs et qui vous permet de tester donc, le potentiel applicatif de vos projets en vous soutenant par le biais d'accompagnement, de financement et de mise en visibilité. On va y revenir un petit peu plus en détail. Alors, ce concours, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée, c'est d'accompagner les startups et les porteurs de projets, pas uniquement au début, mais aussi sur tout leur parcours entrepreneurial et notamment dans les phases de croissance. C'est la raison pour laquelle ePhD, c'est la première brique d'un continuum de 3 concours d'innovation. Donc, ePhD se passe en amont au sein des laboratoires lorsque la startup n'est pas encore créée. Donc, comme on le disait, hein, l'objectif, c'est vraiment de tester le potentiel applicatif des projets de recherche. La deuxième brique des concours d'innovation, c'est le concours eLab. eLab s'adresse, lui, aux startups qui viennent d'être créées. Et enfin, la troisième brique, c'est Innov, qui s'adresse à des entreprises un peu plus matures qui veulent financer leurs projets de R&D. Alors, il faut savoir que c'est un continuum qui fonctionne plutôt bien, puisque en 4 ans, enfin 3 ans, hein, puisqu'on a eu 3 éditions, on a déjà près d'une dizaine de startups qui ont eu à la fois le concours ePhD et qui ont aussi été lauréats du concours eLab. On a une startup qui va présenter cette année Innov, c'est Alice et Bob hein, qui travaillent sur des ordinateurs quantiques, et on compte plus d'une vingtaine de créations de startups depuis le lancement du concours ePhD. Alors, maintenant, si on rentre... Ah non, on va continuer encore un petit peu avec les chiffres. Donc, comme je vous disais, on a déjà eu 3 éditions du concours ePhD. 2023 sera la 4e édition. Voilà, pour vous partager quelques chiffres, on a en moyenne à peu près 80 dossiers qui sont déposés et on compte une quarantaine de lauréats. Donc, on a quand même finalement un lauréat sur 2. Donc vraiment, à nouveau, je vous encourage fortement à candidater, puisque si votre dossier est bien ficelé, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas lauréat. Voilà, et on a un objectif cette année. On souhaite avoir au moins 100 dossiers déposés et une 50aine de lauréats. Donc, on compte sur vous. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail de ce concours. Donc, qui peut candidater ? Ce concours, il s'adresse aux jeunes chercheurs. Donc, par jeunes chercheurs, qu'est-ce qu'on entend ? C'est à partir de la 2e année de thèse et jusqu'à 5 ans après avoir soutenu sa thèse. Sont pour des jeunes chercheurs qui ont un projet innovant, qui sont accompagnés d'un laboratoire public de recherche et qui sont accompagnés par soit un organisme de transfert de technologie, soit un incubateur de la recherche publique. Donc, jeunes chercheurs, projet innovant et accompagnement, soit par un OTT, soit par un incubateur Allègre. Au niveau des prix, donc je vous parlais d'accompagnement, de financement et de mise en visibilité. Donc effectivement, ce sont les 3 éléments qu'il y a dans les prix pour les lauréats du concours ePhD, donc tous les lauréats. Au niveau de l'accompagnement, c'est 1 an d'accompagnement qui a 2 volets. Un premier volet qui est un volet individuel, 1 an d'accompagnement, de coaching, de mentorat, par des experts de l'entrepreneuriat deep tech qui vous donneront toutes les clés pour faire avancer votre projet, mais aussi qui vous accompagneront sur des aspects un peu plus personnels, donc notamment voir comment vous vous projetez dans l'entrepreneuriat et quels sont les rôles qui pourraient être intéressants dans une startup deep tech. Donc ça, c'est un accompagnement qui généralement est très apprécié car assez complémentaire finalement des accompagnements que vous pouvez avoir par le biais d'accélérateurs ou autres. Alors ça, c'est un premier volet, hein, c'est cet accompagnement individuel, mais il y a aussi un deuxième volet qui est un accompagnement plus collectif. Il y a 3 sessions de 2 jours, des sessions collectives sur l'année, qui permettent finalement de souffler, de prendre un peu de hauteur, et puis surtout d'échanger avec des pairs, avec d'autres doctorants qui se retrouvent finalement confrontés aux mêmes enjeux que ceux que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est la partie accompagnement. Ensuite, on fait en sorte de vous mettre en visibilité et de mettre en visibilité votre projet, donc par le biais de différents moyens et canaux. Donc il y a notamment des podcasts, le fait d'intervenir à des événements, à des tables rondes. On fait aussi en sorte qu'il y ait des articles de presse sur vos projets et que tout ça soit diffusé assez largement. Pour les grands prix, les lauréats grands prix, donc une dizaine de projets, il y a aussi une vidéo promotionnelle du projet qui est assez qualitative. Et enfin, un financement, donc il y a un accès pour les lauréats qui est facilité
à une bourse, donc on appelle la bourse French Tech, qui peut aller jusqu'à 30 000 €. Alors, à savoir qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir créé sa startup pour avoir cette bourse et que ces fonds peuvent être activés dans les 2 ans après réception de la bourse. Alors, quelles sont les étapes? Les grands jalons de ce concours, donc ça a démarré le 24 novembre, donc vous pouvez dès à présent aller sur le site BPI France. Donc si vous tapez BPI France EPHD sur Internet, vous tomberez sur la page où vous pourrez télécharger le dossier de candidature et le règlement du concours. Donc là, vous aurez toutes les indications pour pouvoir compléter votre dossier. Vous avez 4 bons mois jusqu'à fin mars 2023, minuit, pour compléter votre dossier en vous faisant aider notamment de votre organisme qui vous accompagne, hein, que ce soit un OTT ou alors un incubateur Allègre, et puis de votre laboratoire, on va revenir sur les éléments constitutifs du dossier par la suite. Donc vous avez jusqu'à fin mars pour compléter ce dossier, vous le déposez sur la plateforme Démarche Simplifiée. Donc attention, hein, c'est un site différent que celui sur lequel vous récupérez le dossier, mais tout est indiqué dans le dossier de candidature. Et ensuite, la prochaine étape, ça sera en mai. En mai, il y aura un jury national qui est composé d'entrepreneurs, mais aussi d'investisseurs, qui se réunira, qui étudiera tous les dossiers et qui sélectionnera les lauréats. Donc, dans la suite, vous serez rapidement notifié pour savoir si vous avez été sélectionné ou non. Et si vous n'êtes pas sélectionné, vous aurez des éléments vous expliquant pourquoi votre dossier n'a pas été sélectionné. Dans la foulée, en juillet, il y aura la cérémonie de remise de prix. Donc, qui est une cérémonie commune pour les 3 concours, ePhD, eLab et Innov. Et enfin, en septembre, ça ne sera pas fini, et c'est là que démarrera le nerf de la guerre avec la session, enfin, les 1 an d'accompagnement, donc de septembre 2023 à août 2024. Alors, pour les éléments constitutifs du dossier, vous retrouverez tous les éléments à la fois sur les démarches, les éléments à compléter et des guidelines sur le site BPI France, la page du concours ePhD. Je ne vais pas vous les lister là, vous les aurez. Je vous ferai peut-être juste un petit warning sur 2 éléments pour lesquels il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. Le premier, c'est qu'on vous demande une vidéo de présentation de votre projet. Donc, ayez-le bien en tête, hein, il n'y a pas forcément besoin de faire une vidéo hyper pro, mais en tout cas, enfin, la plus pro possible. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait la veille pour le lendemain, donc gardez-le bien en tête. Et la deuxième chose aussi qu'il faut avoir en tête dès à présent, c'est que pour constituer votre dossier, vous aurez besoin d'une lettre de parrainage d'un organisme de transfert de technologie. Donc, soit vous êtes accompagné par un organisme de transfert de technologie et vous lui demandez cette lettre de parrainage, soit vous êtes accompagné par un incubateur Allègre, auquel cas, il faudra tout de même avoir cette lettre de parrainage d'un OTT. Donc, pour ça, soit vous vous mettez en contact avec un OTT, soit vous ne savez pas comment vous mettre en contact avec un OTT, et auquel cas, vous nous contactez. Célia Martin, dont vous devez avoir le mail, ou alors on vous le remettra. De toute façon, je crois qu'il est dans le dossier, mais sinon, on vous le remettra dans la conversation et on vous mettra en relation avec un OTT. Voilà pour le concours. Je vais maintenant laisser la parole aux lauréats pour qu'ils puissent partager avec vous leur retour d'expérience sur le concours. Donc, Diane-Laure, je vais te laisser la parole. Hop. Bonsoir à tous. Est-ce que Célia, c'est bon pour le son? Ah oui, t'es en mute, mais je pense que ça doit être bon. Oui, c'est bon, ouais. Juste avant de démarrer les témoignages, je suis Célia Martin, je travaille en fait dans l'équipe de Magali au sein de BPI France, et donc je vous ai partagé mon mail si besoin d'informations ou d'aide, etc. Donc bienvenue Diane-Laure, merci en tout cas de partager ton témoignage. Est-ce que tu peux nous présenter ton aventure entrepreneuriale et nous dire comment tu en es arrivée à proposer ta candidature au concours ePhD?
Oui, complètement. Donc, moi, j'ai fait ma thèse dans le laboratoire de recherche INSERM du Dr Fanny Jolin, qui est rattaché à l'Institut Gustave Roussy. Donc, c'est un hôpital de lutte contre le cancer assez reconnu, dans lequel, en fait, on avait à la fois des projets de recherche fondamentaux, dont un sujet sur lequel j'ai fait ma thèse, sur la migration cellulaire, et des projets beaucoup plus translationnels associés à des études cliniques, qui m'intéressaient aussi beaucoup sur des technologies assez proches de celles que j'ai utilisées pendant ma thèse. Et donc, on avait notamment une étude clinique dont le but était de tester les molécules des nouveaux traitements, les traitements qui sont en clinique, sur les biopsies des patients atteints de cancer, sur les échantillons de tumeurs, pour pouvoir identifier le meilleur traitement pour chacun des patients en clinique. Et l'idée, c'est d'ainsi donner au médecin une indication du traitement à choisir pour son patient. Donc ça, c'est des technologies qui sont assez nouvelles aujourd'hui, qu'on n'utilise pas encore en clinique et pour lesquelles l'hôpital était extrêmement intéressé de développer ça de manière, aujourd'hui, en clinique à un état de recherche, mais surtout de pouvoir ensuite, quand ce sera validé, l'industrialiser. Donc c'est pour ça que dans le laboratoire, il y a ce projet qui s'est développé de plus en plus fortement avec des technologies propres au labo. Et donc en arrivant à la fin de ma thèse, on a décidé du coup avec ma directrice de thèse de créer une société pour pouvoir développer ces technologies à plus grande échelle. Et donc c'est la raison pour laquelle, en cherchant justement des moyens d'être accompagnés dans le développement de cette société, on a eu du coup l'opportunité de connaître le programme ePhD, dans lequel, du coup, je me suis lancée avec plaisir pour se lancer dans ce projet vraiment translationnel de mise en application de ces recherches du laboratoire, ce qui est vraiment très enthousiasmant. Merci beaucoup, Diane-Laure. Est-ce que tu aurais des tips pour les futurs candidats qui vont déposer aussi leur dossier? Yes. Alors, je pense que ce que je dirais, c'est que vraiment, c'est un énorme cadeau. Je pense que nous fait la BPI, en tout cas, d'avoir ce programme-là. Le dossier, en fait, lui-même est vraiment intéressant à développer. Enfin, ça permet de bien penser à son projet. Et en fait, on est devant un enjeu qui n'est pas évident, en fait, quand on sort de thèse, je trouve, qui est d'avoir un peu le nez dans le guidon sur ces recherches. Et il faut vraiment réussir à trouver des outils, des gens avec qui échanger, qui ont du recul sur les questions de développement d'un business, de création d'équipe, d'avoir une roadmap qui a du sens pour arriver aux objectifs qu'on a envie de se fixer. Et donc, pour pouvoir rencontrer tout cet écosystème-là, c'est vrai que, en tout cas, moi, dans ce programme, j'ai vraiment trouvé que c'était une belle opportunité d'être au cœur d'un écosystème vraiment stimulant pour pouvoir trouver sa place et les bons outils pour avancer dans le développement. Et une dernière question, est-ce que tu peux nous dire où tu en es en fait dans ton projet? C'est une question sur le chat et je trouve qu'elle est intéressante. Ouais. Alors, où on en est aujourd'hui? Donc, on a, en gros, au moment où j'ai déposé la candidature, donc en mars l'année dernière, on avait commencé à formaliser un peu ce qu'on allait vouloir vendre, quels produits on voulait développer, quel type de tests, justement, de médicaments, etc. Et en fait, on a connu pas mal de rebondissements sur le business model, sur la manière dont on allait pouvoir le développer, lié aux risques de résultats cliniques, etc. Et puis aussi des nouvelles opportunités de marché qu'on n'avait pas anticipées. Et donc là, aujourd'hui, on est en train de créer la société. On arrive à la fin des discussions avec l'Institut de transfert. Donc, comme je suis à l'Institut Gustave Roussy, on est avec la cellule de transfert de Gustave Roussy, qui s'appelle Gustave Roussy Transfert, qui nous accompagne du coup dans le transfert de techno du labo vers la boîte. Donc, on est en train de finaliser les accords. Et l'idée, ça va être de lever des fonds assez rapidement derrière pour pouvoir lancer les premières étapes. Et du coup, il y a aussi les bourses qui sont proposées par la BPI. En fait, on est dans un bon track quand on est dans ce programme-là, avec à la fois la BFT qui est proposée, et puis il y a les programmes iLab auxquels on nous prépare aussi et qui commencent là début d'année 2023. Super, merci beaucoup Diane-Laure. Je regarde juste s'il y a une dernière question pour toi. Non. Ok. On pourra répondre aux questions les prochaines à la fin. Merci beaucoup, Diane-Laure. À bientôt. Alors, hop, on va passer donc du coup à nos deux autres intervenants, donc Amélie Godard et donc Amélie Godard qui est porteuse du projet.
Ah, je vois que Magali, tu me... Amélie Godard, qui est porteuse du projet Fluonir 2 et accompagnée par Valentine Panel, qui est chargée d'affaires business manager chez Lixium. Vous êtes déjà connectés, super. Merci beaucoup. De rien. Du coup, je vous propose de déjà vous présenter à Amélie et puis Valentine. Ensuite, peut-être Amélie de partager ton projet et Valentine aussi d'expliquer ce qu'est un organisme de transfert technologique et comment tu as accompagné aussi Amélie. Du coup, Valentine, je commence, je te laisserai te présenter juste après. Du coup, moi, je m'appelle Amélie Godard, je suis porteuse du projet Fluonir 2. Du coup, c'est un projet qui poursuit mes travaux de thèse que j'ai effectués en partenariat avec deux laboratoires, le laboratoire ICMUB à Dijon et l'Institut pour l'avancée des biosciences à Grenoble. Et du coup, pour faire une petite transition à Valentine, c'est en particulier grâce à ce partenariat avec le laboratoire de Grenoble qu'on a passé un challenge out of lab pour faire rentrer le projet dans la société d'aide au transfert de technologie, Lixium. Grâce du coup à ce challenge-là, ça nous a permis d'entrer en maturation avec la SAT Lixium dont Valentine du coup fait partie. J'enchaîne donc Valentine Panel. Donc voilà, j'ai eu le plaisir de découvrir au moment de notre petit concours d'entrée, notre petit challenge out of lab, le projet Fluonir 2. Donc, j'avais commencé à l'accompagner, voyant Amélie ultra dynamique et vraiment investie dans son projet, ce qui était dans la continuité de sa thèse. J'ai trouvé ça tout à fait naturel qu'elle concourt au concours iPhD pratiquement en parallèle de son entrée en maturation chez nous. Donc, je l'ai fortement poussée à le faire. Nous, ça rentrait complètement dans notre schéma d'accompagnement PhD friendly. Donc, c'était tout logique qu'il y ait ce parallèle entre notre parcours à nous au sein de Lixium, de la SAT, et ce que propose BPI avec cette première marche avec le PhD. Parce qu'Amélie était vraiment très focus et très, un discours déjà très ambitieux dans la création de la start-up et dans son investissement dans la création de la start-up. Donc, je l'ai accompagnée dans la préparation de son concours, comme on prépare beaucoup de candidats à Lixium. Et puis voilà, on est très fiers qu'elle ait pu obtenir ce Grand Prix cette année. Je ne sais pas si vous attendez plus de moi sur la présentation de la SAT. Peut-être qu'est-ce qu'une SAT et quel est l'objectif d'une SAT, tu vois, est-ce que peut-être que certaines personnes ne connaissent pas du tout l'existence d'une SAT. Très bien, donc SAT veut dire Société d'accélération de transfert de technologie. Donc, on est reconnu, on va dire, par le concours iPhD sous le nom de OTT, donc Organisme de transfert de technologie. En tant que SAT, on est 13 en France, on maille un peu tout le territoire français, mais il n'y a pas que les SAT en tant que OTT sur le territoire français. Donc voilà, la SAT Lixium, comme objectif, elle a le premier objectif qui est vraiment très commun à toutes les SAT, c'est vraiment d'accélérer le transfert de technologie, donc d'aller sourcer des pépites dans les laboratoires, des projets et surtout des porteurs qui portent ces projets-là, donc que ce soit des chercheurs ou des jeunes chercheurs, des doctorants, et de les aider à maturer leur technologie pour envisager derrière une application désolée pour le mot, une application business, donc une valorisation économique de leur projet. La SAT Lixium a aussi la particularité d'avoir intégré depuis le départ le parcours, l'incubateur. Donc, on est également incubateur totalement intégré dans la SAT Lixium. Et donc, on a ce continuum entre la maturation, l'incubation, et on a également un pôle accélération derrière pour accompagner ces startups qui sont issues de la SAT Lixium avec un accompagnement en post-création de ces sociétés. Donc, on est vraiment là à l'écoute depuis le laboratoire et essayer de valoriser avec un parti pris très fort sur la création de start-up. Donc, le concours BPI au sens large avec ces 3 marches, iPhD, iLab et iNov, sont complètement intégrés à notre processus d'accompagnement et on pousse nos projets à aller concourir au bon moment, au bon endroit. Tu es en mute, Célia.
Pardon. J'ai une question en fait, merci beaucoup. Quel est le niveau de maturité technologique lors de l'entrée dans le programme de maturation de Linxium et la soumission à ePhD? Est-ce que tu saurais répondre, Valentine? Alors, nous, nos projets, les projets qui rentrent à Linxium au niveau de la maturation, on dit grosso modo qu'ils rentrent à un TRL3. Alors, je ne sais pas si le terme TRL parle à tout le monde, mais en gros, l'idée, c'est d'avoir une POC labo. C'est-à-dire qu'on va avoir une preuve de concept qui va illustrer que la technologie fonctionne à un stade tout à fait atteignable pour le labo. On ne demande pas que ce soit déjà industrialisé et qu'il y ait des premiers produits, mais on essaye d'avoir vraiment l'illustration que la technologie puisse avoir voilà, une première application et avec l'illustration d'une première preuve de concept. Alors, on est dans un projet là qui est très orienté biologie. Donc, déjà, une première preuve de concept in vitro nous convient bien. Il se trouve que là, le projet avait déjà en plus testé les choses in vivo, donc c'était un must. Et donc, voilà, c'est à peu près le niveau d'entrée des projets à Linxium avec la condition pour nous, c'est vraiment d'avoir en plus une première brique propriété intellectuelle qui est je ne dis pas finalisé, mais qui est déjà bien en cours de rédaction ou de formalisation. Ce qui était le cas, la maturation va permettre effectivement de monter en maturité technique et de monter également aussi en termes de portefeuille de propriété intellectuelle, c'est-à-dire que s'il y a besoin de développer ou de déposer d'autres brevets ou de consolider l'API avec d'autres actifs, que ce soit du savoir-faire, d'autres brevets, des dépôts APP, etc., on le fait bien évidemment. D'accord, merci beaucoup. Amélie, je ne suis pas sûre que tu en aies parlé, mais quand est-ce que tu as eu ta thèse? En fait, moi, du coup, j'ai soutenu ma thèse, ça va bientôt faire 1 an, j'ai soutenu ma thèse le 13 décembre du coup 2021. Et du coup, je suis rentrée en maturation avec la SAT Linxium au 1er janvier 2024, là où du coup, j'ai préparé le dossier 2024-2022. Voilà, je me projette très loin, pardon. Et du coup, c'est 2 jours après ma thèse, Valentine m'a dit, écoute Amélie, elle m'a présenté le concours IPHJ, elle m'a dit, est-ce que tu penses que ça peut pas être une bonne idée de le tenter cette année? Donc du coup, j'ai candidaté à IPHJ 1 mois après avoir soutenu ma thèse. D'accord, ok. Merci beaucoup Amélie et Valentine. Du coup, je vais passer en fait au suivant et je vais vous inviter à revenir après sur scène s'il y a des questions encore pour vous. Pas de souci, ça marche. Alors, Igor, si tu es avec nous, est-ce que tu peux… Ah, super. Je suis là. Bonjour, Igor. Ça va? Ouais, super. Et toi? Très bien. Même exercice, en fait, que les personnes précédentes. Est-ce que tu pourrais nous partager ton aventure, ton projet et puis aussi peut-être nous partager, en fait, ton parcours. Quand est-ce que tu as eu ta thèse voilà, et pourquoi tu t'es lancé aussi dans ce projet? Beaucoup de questions. Ok, ça marche. Ouais, du coup, effectivement, moi j'ai soutenu ma thèse il y a déjà quelques années, juste avant le Covid. Je suis partie des dernières soutenances qui étaient encore avant la visio. Je l'ai faite en mathématiques appliquées à l'Institut du cerveau à Paris. Et je bosse sur, en gros, la modélisation des maladies neurodégénératives. Et nous, en fait, de par ma thèse, mais en fait c'est le cas de beaucoup de thèses, on fait des outils pour d'autres gens. Et c'est vrai que la finalité de ces outils, souvent quand on finit sa thèse ou son postdoc, c'est qu'elles finissent dans un tiroir, dans un code pas très propre, ou en tout cas utilisé par personne. C'est pareil pour des molécules, enfin c'est pareil pour plein de choses. Et c'est vrai que l'envie de continuer, ce qui était un peu mais notre bébé, parce qu'on est un peu une équipe à travailler là-dessus, l'envie d'aller un peu plus loin, de franchir le seuil de l'académique pour en faire quelque chose, était une volonté assez forte de l'ensemble des porteurs de projet. Donc on est 2, mon directeur de thèse, moi. Et il y a eu l'opportunité à IPHJ un peu par hasard. J'ai candidaté et je le regrette vraiment pas. Alors, pour répondre à quelques questions qui ont été posées, nous, notre boîte, elle a été créée. Donc, moi, je suis candidat de la promo, pas celle qui vient de commencer, mais j'ai fini en juillet de cette année. Donc, tout ce que je vais dire après est modulo les ajustements qui ont été faits sur le programme. Il y a peut-être des différences qui ont été ajoutées, des contraintes supplémentaires, vraiment. Mais en tout cas, l'année dernière, la majorité des gens qui ont postulé n'avaient pas créé leur boîte. Et moi, je l'ai créée là en septembre de cette année. Donc, après la fin du programme. Donc, ce n'est pas une condition nécessaire pour postuler, sauf si ça a changé depuis. Et alors,
on nous pose souvent la question de pourquoi entreprendre après une thèse. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que les gens ont l'impression qu'il y a une différence fondamentale entre une thèse et devenir l'un des fondateurs d'une startup, alors que je suis convaincu que c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat est en fait assez semblable à bien des égards à une thèse. C'est rencontrer un problème qui est assez mal posé, c'est être suffisamment autonome pour prendre du temps à le décortiquer, à le comprendre, et une fois qu'il est bien posé, essayer de résoudre ce problème. Donc ça, avec des instruments techniques pendant la thèse, et avec tout un tas d'autres instruments après la thèse. Donc, pardon. Donc le chemin vers la thèse, je trouve que c'est un chemin assez naturel. Alors, malheureusement, on n'en parle pas forcément tout le temps pendant les 3 ou 4 années que dure la thèse. Mais vous verrez, je pense que pour ceux d'entre vous qui candidateront, ou en tout cas qui s'essaieront à l'aventure, c'est vraiment un bonheur de le faire. Alors, c'est pas parce qu'on entreprend qu'on rentre à PhD. Alors, je vais un peu vanter le programme de la façon suivante. Alors, je me suis amusé à noter tous les acronymes qui ont été dits par tous les intervenants précédents et par Célia. Donc, si a priori, vous ne savez pas faire la différence entre une OTT, une SAT, un POC, de la PI, un CIR, le TRL, le MVP, la différence entre un BPI, un BM et un dépôt APP, et plein d'autres, vous avez je vous invite à postuler à PhD pour savoir ce que sont tous ces mécanismes, tous ces objets, tous ces acronymes, en tout cas tout ce que vous allez avoir à faire une fois que vous serez entrepreneur. Et surtout, alors vous pouvez vous dire, en fait, ça ne sert à rien de faire un programme parce que vous avez une barre Google en face de vous qui vous permet de trouver la réponse à toutes ces questions. Si on vous dit, il faut aller parler avec ton OTT, vous allez taper sur Google et vous allez marcher. Le problème, c'est que la plupart du temps, vous allez être confronté à des problèmes où vous ne savez pas répondre. C'est-à-dire que vous ne savez même pas ce que vous allez taper dans votre barre Google. Et alors là, c'est là, moi, je trouve la grande force de la communauté iPhD, c'est que au bout de mon téléphone, il y a un groupe WhatsApp sur lequel il y a une quarantaine ou une soixantaine de personnes, où absolument n'importe quand, je peux poser une question sur l'un de ces sujets, et je sais que quelqu'un a eu ce même problème et va pouvoir me répondre. Là où, a priori, dans mes amis, dans ma famille, même dans les gens qui ont fait une thèse avec moi, personne ne sait comment monter une SARL, personne ne sait monter un volant capitalisation. Et ça, c'est vraiment un truc extraordinaire je dirais, d'un point de vue, une expérience humaine avec les gens que vous allez rencontrer. Et alors, dernier point, c'est souvent, on a l'impression que, pareil, vous allez vous rendre compte que, OK, on va vous donner des cours de plein de trucs. Vous allez dire, mais OK, ça sert à rien, je comprends pas, je suis pas encore confronté. En fait, ce qui est trop bien, c'est que vous allez avoir tout un tas de documents, vous allez avoir tout un tas d'informations que vous allez garder dans un coin de votre tête ou votre ordinateur. Et pendant le jour où vous aurez un problème, vous saurez que d'une part, il y a des gens à qui vous pouvez poser la question, mais surtout, vous avez des documents et des personnes qui sont spécialisées dans ces sujets qui peuvent aussi répondre à votre question. Et ça, je pense que c'est d'une valeur fondamentale. C'est de la même manière que lorsque vous étiez chercheur, vous venez vous apporter sur un plateau les réponses à des questions que vous aviez sur votre paillasse. Voilà les grands avantages de la promo. Et pour vous dire, donc la promo est terminée, mais en tout cas, on est en contact tous les uns avec les autres et on continue de discuter tous ensemble. Du coup, j'ai même plus de questions à te poser, Igor. Tu as tout abordé. Est-ce que quand même tu as un tips pour les candidats, ceux qui veulent, ils ont peur de se lancer, ceux qui veulent partager leur candidature? Je sais pas, par exemple sur la vidéo, toi, qu'est-ce que tu as fait comme vidéo? Tu l'as peut-être fait juste avec ton iPhone, tu vois. Okay. Et est-ce que ton dossier de candidature, comment tu l'as travaillé? Tu l'as pas travaillé le 29 mars au soir quand même, ou le 30 mars à 11h? Alors pas très loin, mais il se trouve que je prépare un autre dossier par ailleurs. Donc disons que le dossier, ce qu'il y avait dedans a été préparé depuis longtemps. Mais alors, je pense que c'est un bon exemple du travail entrepreneurial. Je savais qu'il fallait faire une vidéo. J'ai absolument aucun skill en vidéo. Mais il se trouve que vous avez, là pour le coup, vous savez ce que vous devez faire. Donc une barre Google, vous pouvez demander comment faire un document, iMovie, mettre une petite musique, mettre des petits bouts de vidéo. Et ça, si faire de la nouveauté vous embête, typiquement, si ce simple exercice de faire une vidéo vous embête, alors que la finalité est quand même pour vous agréable, c'est que peut-être la démarche entrepreneuriale va pas marcher, parce que c'est en permanence du renouveau. À l'inverse, si vous dites, waouh, OK, il y a un nouveau défi et je suis trop chaud pour le faire, j'ai trop envie de faire cette petite vidéo et ça m'amuse trop et ce petit dossier, c'est trop bien. OK, c'est un peu pénible, j'avoue. Mais n'empêche que c'est je trouve un bon mindset pour faire typiquement cette vidéo ou même le dossier, quoi. Parce que c'est pas le dernier que vous allez faire. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça va être le début d'une longue série, hein, parce qu'après, vous allez beaucoup pitcher.
On vous propose d'être interviewé par par un vidéaste, et puis vous allez être interviewé de toute façon dans toute votre vie entrepreneuriale. Ouais, et moi je trouve que ça, pour le coup, c'est un avis très personnel, mais je pense que la thèse l'un des bénéfices premiers de la thèse, en dehors de tout le travail de recherche, c'est vraiment un travail sur soi-même, être capable de comprendre comment on fonctionne, comment on marche, comment on travaille, etc. Je dirais que le travail entrepreneurial, c'est la même chose, à la seule différence que si vous n'aimez pas faire quelque chose, comme dans une thèse, il faut que quelqu'un le fasse. Dans une thèse, vous pouvez délaisser un champ de la littérature, par exemple. Dans un travail entrepreneurial, c'est pas possible. Aller bosser avec des clients, c'est obligatoire. Rédiger un pacte d'associés, c'est obligatoire. Et du coup, ce truc avec PLJ, moi, je trouve ça top parce que ça permet aussi, en étant confronté à tout, mais de manière obligatoire sur certains sujets, il y a des discussions sur certains sujets, on peut rapidement, au bout de 6 mois, 8 mois, se rendre compte que, OK, moi, en fait, j'ai pas du tout envie d'être CEO. Moi, j'ai envie d'être CTO ou CSO ou autre chose. Et d'un point de vue humain, ce truc-là est assez cool parce que on se rend compte de manière un peu accélérée, et je pense que sans en payer trop les frais, de qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. En fait, peut-être que moi, ce que j'avais envie de faire, je m'étais imaginé des trucs en tant que CEO. Non, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de la tech. Ce qui est très bien, ça peut être dans une boîte. Mais en même temps, je connais mon rôle et je sais comment celui des autres. Ça me fait rebondir sur ce que tu viens de dire, Igor. On organise des lives en fait en janvier et en février, juste avant la fin de la clôture du concours IPHD, et on adresse en fait, par exemple, cette problématique de positionnement. Est-ce que je veux être CEO, CTO, comment je peux me placer? Et puis on adresse aussi la problématique de comment se rémunérer, extrêmement important. Pour info, je vous enverrai, vu que j'ai la liste en fait de tous les inscrits à ce webinaire, je vous enverrai en fait la suite avec les trois lives qui seront à disposition et qui mettront aussi en avant, comme Igor, comme Amélie, comme Diane-Laure et comme aussi Romain, des personnes qui vivent en fait cela au quotidien et qui pourront partager leur retour d'expérience. Je fais ma pub pour le après. Écoute, merci beaucoup, Igor. Je regarde juste si... Hop. Ah oui, tu vois, c'est très intéressant ce que tu as dit. On a des personnes qui indiquent que ça les intéresse beaucoup. D'ailleurs, à ce titre-là, de la même manière que aller parler avec des gens, moi on m'a toujours dit ça, on m'a dit va parler à des gens, et c'est très dur de voir le reward qu'il y a à aller parler à quelqu'un. Voilà. En fait, vraiment, faites-le le plus tôt possible, c'est ouf. S'il y a des gens sur LinkedIn ou dans vos milieux pro-familiaux ou qui sont de près ou de loin intéressés, ça vous entraînera à pitcher et à parler de votre projet, ce qui est très bien. Vous avez rarement en face de vous des experts qui maîtrisent votre domaine comme vous. Mais surtout, en fait, il y a toujours des gens qui vont vous avoir au coin de leur tête, et dès qu'il y a un projet, un truc qui peut se faire, ils penseront à vous. Chose ça n'arrivera pas si vous n'en parlez pas. Donc vraiment, n'hésitez pas. Les gens sont hyper sympas dans cette communauté. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, je ne peux pas rencontrer tout le monde, mais les gens sont hyper open pour parler, discuter, donner des conseils. Enfin, c'est trop bien. Oui, tout à fait. J'ai une dernière question. Antonia aimerait en fait avoir un peu plus d'explications sur le format vidéo. Format vidéo, moi en tout cas, Igor, ce que j'ai, moi, la technique, c'est il ne faut pas que ça soit plus d'1 minute 30 comme un pitch. Après, Igor, est-ce que tu as des tips? Tu disais en fait une vidéo avec de la musique, etc. Moi, tu sais, j'ai reçu aussi des vidéos avec juste iPhone, la personne est devant l'iPhone et pitch en fait son projet. L'objectif, c'est vraiment de mettre en avant sa capacité à pitcher et à être motivé par son projet et vraiment avoir cette flamme. Mais dis-moi, Igor, si franchement, si vous avez un cousin ou un petit frère ou une petite sœur qui a TikTok, allez prendre des cours. Non, c'est pas une blague. En fait, il y a des codes que nous, on voit pas et qu'eux apprennent, qu'ils ont vraiment intégrés et qui sont ouf pour ces trucs-là. Et franchement, faites-vous une journée TikTok, vous allez faire une vidéo top après. Ok. Merci beaucoup en tout cas, Igor, pour tes conseils et ton retour d'expérience. Du coup, je propose à Romain de me rejoindre sur scène. Bonjour Romain. Hello. Salut à Alors, tous. ça va être compliqué de passer après tous ces beaux intervenants. Oui, je me suis dit que là, ça va être compliqué d'être original. Hein. Alors, vas-y, est-ce que tu peux nous partager ton aventure? Alors, donc voilà, je m'appelle Romain Futsch. Ça fait 4 ans maintenant que je travaille sur, donc, on va dire, sur Luchrome, mais en fait, à la base, c'était mon sujet de thèse, donc qui était le développement de matériaux électrochromes comme solution anti-contrefaçon. Donc, un matériau électrochrome, pour la faire simple,
c'est un matériau qui change de couleur grâce à une différence de potentiel électrique. Et nous, pendant la thèse, on a vraiment mis le paquet sur l'industrialisation, sur la fabrication de cette technologie, comprendre des phénomènes, enfin tout un tas de choses qui étaient d'ailleurs hyper intéressants. Enfin voilà, j'ai passé 3 très bonnes années. Et à la fin de ma thèse, je me suis dit, mais bon, bah voilà, c'est cool. Mais en fait, si moi j'y vais pas, personne va jamais y aller. Et comme l'a dit Igor, en fait, cette technologie, elle reste au fond d'un placard et tout le monde s'en fout. Enfin, voilà, entre guillemets. Donc en fait, moi je m'étais dit bon, voilà, j'avais passé 3 années assez sympathiques. On va essayer d'aller plus loin. Et puis il y avait toujours en fait cette idée d'aller s'enrichir, en gros, aller apprendre quelque chose de nouveau. Aller toucher du doigt des thématiques qui sont pas du tout abordées en thèse. Et finalement, ce que je me suis rendu compte, mais bon, ça va paraître évident et en même temps je le savais et en même temps je me fais quand même la remarque que en fait le monde académique est à milieu en fait du monde en fait en dehors de l'académie, on va dire, et que même si on a eu un proto qui est cool et qu'on est en fait il y a encore 1000 choses à développer, que ça soit d'un point de vue technique, d'un point de vue juridique, d'un point de vue pays, d'un point de vue économique, etc. Et c'est pour cela que en fait j'ai contacté un incubateur, donc je suis situé à Bordeaux, donc c'est naturellement Aquitaine Sciences Transfert, donc qui est la SAT de Bordeaux, enfin de la Nouvelle-Aquitaine, qui m'a suivi. Donc au début, ils étaient vraiment là. Je ne sais même plus quel était exactement notre premier contact, mais c'était pour me dire, bon bah voilà, est-ce que ça t'intéresse iPhD? J'ai fait bon, allez, pourquoi pas. Et en fait, rien que faire le dossier iPhD, ça m'a aidé à me projeter, à me construire par rapport au projet et me dire, mais est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Oui, bon bah allez, go, on y va, quoi. Et donc de fil en aiguille, voilà, je suis rentré en incubation dans Aquitaine Sciences Transfert, lauréat iPhD 2022-2023, donc cette année en cours. Et on a fait une demande de maturation avec mon associé qui nous permet en fait d'aller chercher de l'argent avant même la création de l'entreprise. Ok. Comment tu as fait ta vidéo de présentation? Alors pour la vidéo, je parlais, en gros, c'était un peu comme un mini pitch de mon projet. Donc c'était parler finalement d'un constat, une accroche. Donc ben voilà ce qui se passe. Montrer ce qu'on a fait comme solution et puis parler de soi. Donc parce que finalement c'est ça que les gens aiment bien, c'est aussi qui sont les porteurs de projets, quelles sont leurs histoires. Donc, montrer des choses un peu concrètes, voire même montrer du laboratoire. Enfin, voilà, faut pas être timide. C'est ça le conseil. Il faut tenter des trucs. Hein. Moi, je dirais que c'est ça la plus belle chose avec iPhD. C'est faut tenter et voir après, parce que pour l'instant, de toute façon, il n'y a pas mort d'homme. On n'engage pas notre vie quand on fait iPhD. C'est une aventure. Ok, super. Merci beaucoup, Romain. Alors, attends, je vois que Martin est en train de taper peut-être sa question. Ce que je propose, c'est que peut-être vous reveniez tous sur scène. Amélie, Valentine, Diane-Laure, même Igor et Magali aussi, si tu es encore là. On a du coup du temps, ça c'est super. J'avais booké jusqu'à 16h30 pour être vraiment sûr que on puisse dans vos agendas avoir ce temps nécessaire pour partager des choses. Donc ça c'est top. Ce que je vais faire, c'est que je me suis fait un petit Word avec les questions en parallèle. Donc je vais vous les partager. Et puis comme ça, Martin est en train de partager aussi ses questions. Comme ça, on va pouvoir répondre tous ensemble. Donc l'idée c'est si vous avez des choses à compléter, enfin si vous souhaitez compléter, n'hésitez pas. La première, c'était Héloïse qui disait pourquoi à partir de la 2e année de thèse et pourquoi pas la première. Alors, je parle sous ton contrôle, Magali. On a identifié en fait à partir de la 2e année de thèse
Et c'est indiqué en fait dans le règlement. D'ailleurs, si vous avez vraiment des questions en fait concernant la partie éligibilité, vous allez retrouver tout ce que nous allons vous dire là. Vous le retrouvez sur le site concours, enfin le site BPI France, la page concours et PhD. Vous allez avoir à disposition le règlement, et dans le règlement, nous avons toutes ces infos. Donc, oui, pardon. Ce que je disais, c'est que on avait décidé en fait de l'indiquer comme la deuxième année thèse parce que c'était vraiment une question aussi de maturité, de se dire en fait que les doctorants, enfin que les personnes en fait qui allaient pouvoir candidater, si elles travaillent en fait sur leur thèse depuis 2 années, bah, elles étaient peut-être un peu plus matures et elles pouvaient en fait aller plus loin et potentiellement créer une start-up. Alexandre a posé, est-ce que le projet de thèse, est-ce que le projet doit être issu des travaux de la thèse? Je ne peux pas tout le temps répondre. Magali, tu peux répondre à cette question? Pas forcément. Alors, ça dépend quelle est la question. Si c'est pour savoir si c'est obligatoirement de sa propre thèse ou non, mais pas forcément. Il n'y a pas d'obligation là-dessus. Hein. Par contre, on disait que ce qui est très très important dans le concours EPIAJ, c'est d'avoir une PI et qu'elle soit libre de droit. Lisa disait donc pas possible de candidater si on est simplement dans un laboratoire de recherche sans structure d'entreprise en parallèle. Alors, dans le règlement, il est effectivement indiqué que c'est important d'être dans un laboratoire de recherche public et d'avoir en fait un lien avec un OTT, mais vous pouvez en fait faire la démarche parce que ça nous est déjà, on a déjà été confronté en fait à cet élément-là et la personne en fait a fait la démarche de prendre contact avant la fin avant la clôture de candidature, prendre contact avec un OTT. Donc c'est aussi possible, voyez, que nous on puisse faire le lien entre vous. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. Donc hésitez, pardon. Non, vas-y, c'est ça. Donc, n'hésitez pas, si vous ne savez pas comment rentrer en contact avec un OTT, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. J'ai partagé mon mail. Lisa, vous pouvez m'envoyer un mail. Je traiterai votre demande et je vous accompagnerai au maximum. J'ai Louis aussi qui dit peut-on participer à ePhD et eLab en parallèle? Je sais c'est Romain qui a déjà répondu à ça, non? Oui, j'ai répondu. Du coup, par rapport à... Enfin, c'est vrai que c'est pas forcément les mêmes degrés de maturité, mais bon, un n'empêche pas l'autre. Oui, tout à fait. On en a eu plusieurs. On en a eu un l'année dernière et un autre l'année d'avant. On a eu aussi à Lycée Bob il y a quelques années. Ça a permis aussi d'avoir le label ePhD et puis ensuite la même année d'avoir le label eLab si vous êtes sélectionné aux deux. Et ça vous permet aussi, si vous n'avez pas créé de structure, parce que c'est très important de ne pas avoir créé de structure quand vous partagez votre candidature pour le dossier candidature ePhD, vous pouvez en fait obtenir la BFT, ce qui vous permet d'obtenir la subvention BFT de 30 000 €. Et ensuite, quand vous avez créé votre structure, vous allez pouvoir aussi créer votre dossier pour bénéficier de la BFTE. La bourse French Tech Émergence, pardon, je dis des anacronymes, mais voilà. Ok, j'ai une autre question, j'en ai plein d'autres. Est-ce que c'est un concours sur dossier? Il n'y a pas de passage à l'oral comme une thèse en 180 secondes. Je sais qu'une personne a déjà répondu, mais si vous pouvez le partager à l'oral, ça serait top. Non, c'est que dossier. Ouais, voilà, exactement. L'oral, c'est la vidéo. Tout à fait. Ce qui veut dire, vous partagez votre dossier via le formulaire, via le site Démarche Simplifiée. Et ensuite, en fait, on analyse si vous êtes éligible, au moins pour avoir déposé votre candidature. Et si vous êtes éligible, on passe directement à un jury, votre candidature à un jury. Donc, il n'y a pas d'autre sas. Si on est 2 porteurs de projet, est-ce que les 2 personnes candidatent sur le même dossier ou seulement celles dont sont issus les travaux de thèse? Je pense que Romain, Amélie, Diane-Laure et Igor, vous avez peut-être une équipe, comment vous avez fait et voilà.
Moi, je peux répondre du coup. Vas-y. Dans mon cas, en fait, dans mon équipe, quand je suis rentrée en maturation, du coup, j'avais les chercheurs, mes directeurs de thèse et ma collaboratrice à Grenoble. Donc finalement, en fait, c'est des gens qui sont en poste et du coup, en fait, ça avait plus de sens que ce soit moi qui porte le projet parce que comme c'est moi qui envisage de créer la start-up, du coup, ça avait plus de sens que ce soit moi qui porte le projet, quoi, pour le concours. Ouais. Alors, oui, merci beaucoup Amélie. Effectivement, en fait, ça nous est arrivé, il y a plusieurs personnes dans une équipe et du coup, là, en fait, pour la candidature EPHD, il y a une seule personne qui pourra bénéficier en fait du programme. Mais vous voyez, l'année dernière, on a eu une équipe de 2 personnes qui ont proposé chacun leur dossier de candidature au concours EPHD et donc nous, on a choisi l'une des personnes qui pourra en fait après intégrer le process d'accompagnement. Et franchement, vous allez courir après le temps. Hein. Enfin, je veux dire, dégagez-vous le plus de temps possible. Ne faites pas 2 à la même chose. Ouais, puis clairement, dans les équipes, à moins que vous soyez 2 doctorants, Tout à fait. au même stade, etc. Enfin, il y a plein d'autres programmes d'accompagnement, comme dit Igor, donc ça peut être vraiment intéressant de se découpler les choses. Et là, c'est vrai qu'il y a pas mal de sessions qui sont en fait individualisées. Donc, c'est des super occasions pour discuter avec 2-3 autres doctorants et un coach spécifique, soit de Deep Tech Founders, soit de Haddock, etc., qui sont vraiment très habitués à accompagner l'innovation. Donc, ça, c'est génial. Et donc, du coup, c'est des petits groupes où il y a une personne de l'équipe qui va discuter de tout ça. Et comme dit Igor, il n'y a pas forcément le temps, de toute façon, quand on commence à constituer le projet, de tous se mettre sur toutes les missions. Donc, c'est assez bien d'avoir aussi un coaching juste pour soi. Super, merci beaucoup. Théo avait une question en ce qui concerne l'API du projet. À quel stade celle-ci doit être avancée pour pouvoir candidater à EPHD? Est-ce que vous pouvez partager votre retour d'expérience sur l'API, vous? Yann-Laure ou Amélie ou Igor ou Romain? Moi, c'est peut-être un cas un peu particulier, mais j'aurais peut-être levé un tabou sur les brevets. Selon les projets, il n'y a pas forcément des brevets dans tous les projets qui soient adaptés à chaque fois. Donc, nous, dans notre cas, on a des actifs, des savoir-faire, des choses qu'on a voulu garder secrètes, une biobanque qu'on a au laboratoire, etc. Donc, ce n'est pas des brevets, mais en tout cas, c'est libre d'exploitation. On sait qu'on a le droit de l'utiliser. On a les accords de licence qui sont discutés avec l'Institut de transfert. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais voilà, ça dépend des structures de projet. Oui, du coup, moi, je suis de l'autre côté. Du coup, je réponds pour compléter Diane-Laure. Moi, du coup, dans mon cas, on avait un brevet quand on est rentré à la SAT et du coup, c'était ça qui couvrait notre pays finalement. Et Igor, toi? Ouais, mais je suis en train de retrouver une question, parce qu'il y a une question qui a été posée, qui est proche. Je suis dans une thèse à INRIA, on m'avait expliqué que tout ce que je faisais pendant ma thèse appartient à INRIA, donc niveau propriété intellectuelle, comment faire pour valoriser ces travaux de recherche en toute indépendance? Et ça reprend aussi ce que tu disais, Célia, tu as dit que la recherche devait être libre de droit, et il me semble que c'est pas le cas. Enfin, La PI devait être libre de droit. Mais, enfin, je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais dans tous les cas, la PI appartient aux tutelles ou aux instituts de recherche. Ça veut dire que tu peux l'exploiter. Voilà, mais alors effectivement, tout ce que vous allez faire pendant votre thèse appartient à l'institut ou à l'équipe de recherche qui l'a fait. Et à la toute fin, ce qui va se passer, c'est que vous allez négocier. Voilà, vous allez créer votre entreprise. Et à ce moment-là, votre entreprise, c'est une coquille vide. Enfin, il y a vous, quoi, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, tout ce que vous avez fait pendant votre thèse ne lui appartient pas. Et vous allez passer du temps à aller négocier avec vos tutelles de recherche. Parce que vos brevets, mais ça peut être aussi du code, comme disait Diane, enfin tout ce que vous avez fait sous le nom d'actifs, soit transféré, d'où le transfert d'actifs, vers votre boîte. Et ça, c'est cool d'avoir des gens qui l'ont déjà fait avant vous pour pouvoir discuter avec eux de quels sont les meilleurs accords, quels sont les meilleurs contrats, quelles sont les meilleures conditions pour pouvoir le faire. Et du coup, peut-être pour rebondir par rapport à ça, moi du coup c'est un brevet que j'ai développé au cours de ma thèse qui est géré par AST, donc au final ça passe par des histoires de négociation, donc voilà, qui sont encore en cours actuellement, donc il n'y a pas besoin d'avoir tout défini avant de candidater à EPHD. Ok.
Merci beaucoup en tout cas. J'espère qu'on a bien répondu à vos questions. J'en ai encore d'autres. Hein. Est-ce qu'il est obligatoire de monter l'entreprise avant la candidature? Donc, je peux répondre non. 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 Et comme ça vous permet en fait d'obtenir la BFT. J'allais dire au contraire. Au contraire. Le coaching aide beaucoup à structurer cette création-là. Donc, ça sert à rien de se précipiter pour créer. Souvent, quand on crée, derrière, on cherche à lever des fonds assez rapidement et c'est bien d'avoir bien structuré le projet avant du coup. Et j'allais rebondir sur ce que vient de dire Diane-Laure, du coup, c'est que, en fait, pour moi, c'est bien de candidater quand tu n'es pas encore créé parce que justement, moi, dans mon cas, du coup, j'ai le projet de maturation en parallèle, du coup, de l'accompagnement IPSJ. Et au début, si on m'avait demandé comment je me plaçais dans la startup, j'aurais dit que je voulais être CTO. Et en fait, au cours de l'accompagnement, que ce soit celui de la SAT et celui du coup grâce au concours, et ben en fait, je me suis rendu compte que je bascule plus vers la casquette CEO. Donc, si jamais tu es déjà créé, malheureusement, tu peux plus revenir en arrière. Donc, au final, je pense que c'est bien de candidater quand tu n'es pas encore créé, justement. Oui, tout à fait. Et oui, tout à fait. Oui. Je dirais que d'ailleurs, des gens dans la promo ont choisi justement de ne pas aller dans l'entrepreneuriat et de ne pas créer leur boîte. Ça peut être un choix complètement. Enfin, l'année à PSJ vous permet justement de prendre cette décision. Une autre question auquel Romain a répondu, mais si tu peux partager ta réponse à tous, ça serait super. 2 questions pour candidater. Faut être français ou les étrangers qui font leur thèse en France peuvent aussi candidater. Et est-ce que c'est possible de candidater avec 2 projets en différents sujets? Ouais, donc c'est possible d'être étranger si vous avez fait votre thèse en France. Et donc c'est mieux de se focaliser quand même sur un projet, je pense. Enfin, ceux qui vont t'accompagner pour le montage du dossier vont te le conseiller parce que, j'imagine. Ouais, mais même, je pense que dans le dossier, on a la possibilité de toute façon d'indiquer qu'un seul projet. Enfin, en fait, en gros, si tu hésites entre 2, ça vaut le coup de clarifier ça quand même. Tu vas pas pouvoir mûrir 2 projets en même temps de toute façon. Donc, il faut réussir à identifier ça. Après, ça ne veut pas dire que le projet final déposé dans le dossier IPSJ est super bien finalisé. Voilà, il faut qu'il soit mûri, mais l'objectif du programme, c'est aussi d'accompagner. Mais par contre, 2 projets, c'est quand même compliqué. Après, je ne sais pas quelle est la configuration dans ce cas-là. Mais... Il me semble qu'il y avait une autre question suivante par rapport à s'il faut réaliser le dossier en français ou en anglais. Je pense que les 2 sont Oui, je ne l'ai pas vu, mais oui, les 2 sont possibles. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que le programme d'accompagnement est français. Même si on peut en fait adapter certaines interventions à l'anglais, vous avez quand même une bonne partie en français. Attends, je regarde juste. Est-ce que vous pouvez expliquer? Donc ça, c'est bon, le format de la vidéo. Question concernant le soutien par les organismes de transfert. Avez-vous un modèle type de lettre de soutien au projet? Moi, je peux répondre, Valentine, et tu peux compléter si tu le souhaites. En fait, on a créé un modèle type de lettre de soutien qui est disponible directement sur Démarche Simplifiée, dans le formulaire, tout en bas du formulaire, qui permet de faciliter justement la création de lettres de soutien par les OTT. Donc, elle est tout à fait disponible, en fait, vous, en tant que candidat, dans ce formulaire. Je regarde s'il y a d'autres questions. Ah si, j'ai une question pour Valentine. Où peut-on accéder au programme des sessions de mentorat coaching? Quelle complémentarité avec les services de notre OTT? Est-ce que toi, tu peux partager la complémentarité avec vos services? Alors, je crois que la question a été posée par un de mes collègues. La question était plutôt pour vous. Où peut-on accéder vraiment à votre programme de mentorat, d'accompagnement et PhD pour qu'on puisse travailler cette complémentarité encore plus. On a cette vision, nous, parce qu'on a quand même pas mal de lauréats et c'est vrai qu'on est, depuis toujours, on pousse nos projets à candidater depuis les 3 sessions que vous avez fait là de IPHD. Mais c'est vrai que chaque année, il y a des petites modifications, des petites évolutions et tout ça. Et en tant que SAT, on est moins au courant du programme que vous proposez et comment on peut être complémentaire avec ce que nous, on propose.
également. Ouais. Je pensais l'avoir abordé en fait lors de notre webinaire spécial organisme transfert technologique. Du coup, on pourra en reparler en fait après lors d'une réunion spécifique. Mais la complémentarité de l'OTT, c'est ce qu'on s'était dit en fait, c'est que l'OTT va travailler vraiment sur l'accompagnement plus global et en fait l'accompagnement IPAJ travaillera plutôt sur la posture de l'entrepreneur et ce qu'il souhaite en fait lui développer, comment il se sent en fait en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il a envie de continuer cette aventure, et c'est vraiment le côté vraiment humain. Pareil, Igor, si toi... c'est pour certaines SAT, c'est déjà abordé aussi, donc c'est là que c'est complémentaire, hein, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Amélie pour préparer cette session, c'est qu'il y a certains messages, c'est plutôt positif qu'ils soient même répétés et revus plusieurs fois et dit même par des personnes différentes. Mais l'idée, c'était le partage, parce qu'effectivement, nous, à la SAT Linxium, on a tout un programme qui accompagne les projets, que ce soit en maturation, en incubation, et on a un pilier qui est extrêmement important, qui est l'équipe et la posture de chacun dans ce projet de valorisation, voire dans ce projet entrepreneurial. Donc, avec cette posture de chacun. Donc, voilà. Mais c'était juste pour partager et puis pour expliciter le fait qu'il pouvait y avoir une complémentarité, même dans la redondance de l'accompagnement et des sessions qui pouvaient être abordées. Oui, moi c'est ce que je disais ce matin quand on a discuté. En fait, ce qui est bien avec le programme IPHG, c'est que ça interroge beaucoup sur nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on se voit, pour qu'il nous donne vraiment les clés pour comprendre tout ce qui est business model, comment faire des hypothèses de business model, etc. Donc, c'est vraiment centré sur nous, sur comment nous, on a envie de se placer. Et en fait, avec l'accompagnement, du coup, moi, je parle de la SAT Linxium parce que je suis accompagnée par cette SAT-là. On a vraiment aussi un accompagnement en parallèle qui est sur tout ce qui est comment faire pour avoir une équipe performante, la complémentarité de l'équipe, sur le marché. Et du coup, en fait, même si des fois, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont répétées deux fois, comme on sort du milieu scientifique et que tous les anagrammes, tout ce qu'a pu citer Igor, les acronymes, quand on arrive là au milieu, on comprend rien du tout. Finalement, c'est bien en fait d'avoir les infos qui passent deux fois pour certaines choses. Donc, la complémentarité entre les deux, je trouve qu'elle est parfaite. En fait, ça va vraiment dépendre de l'incubateur. Si vous êtes dans un incubateur à côté aussi. Ok. Après, quand vous êtes aussi accompagné, vous avez accès donc au coaching qui sont en fait des sessions. Là, il y a beaucoup de sessions. D'ailleurs, Diane-Laure, vous pouvez en témoigner, Romain aussi, Amélie aussi. Toutes les sessions en fait actuelles, elles sont à peu près tous les mercredis. On a un replay qui sont disponibles. Il faudrait juste qu'on regarde si les OTT vous souhaitez en fait y accéder. Il faudrait qu'on regarde pour vous faire accéder à ces heures et ces heures de visionnage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question pour Igor a priori, mais je suis en thèse INRIA et on m'avait bien expliqué que tout ce que je fais pendant ma thèse appartient à INRIA, donc niveau propriété intellectuelle. Comment faire pour valoriser ces travaux de recherche en toute indépendance? C'est pour toi, Igor. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout ce que vous avez fait pendant votre thèse. Ouais, tu faudras le négocier après. Ouais, ne vous appartient pas. Exactement, ce serait une négociation. Par contre, juste j'avais un point sur ce dont on parlait, les doubles accompagnements, les triples accompagnements, les quadruples accompagnements. Bon, moi j'en ai 5 parce que j'ai plein de tutelles. Vous allez sûrement en avoir 2, 3 ou 4. La posture, je pense qu'il faut avoir et qui moi m'a beaucoup fait tort parce que je l'avais pas. C'est ne pas croire que c'est des gens qui sont dans votre barque qui rament pour vous. Si vous faites ça, votre temps va être mangé par plein de trucs. Donc, soyez hyper actifs dans ce que proposent tous vos SAT, vos accompagnements, tout le monde. C'est hyper bien. Mais justement, il faut pas se dire « Ah, ok, là, j'ai un truc, ok, j'y vais, parce que c'est bien. » Et justement, je trouve que la force d'en avoir plein, c'est de pouvoir un peu choisir au bon moment ce qui est top. Je fais pas forcément de la pub, mais j'avoue que on court après le temps et c'est parfois dur d'assister à tout le temps. Mais en tout cas, la posture de « J'attends qu'il se passe un truc », je pense pas qu'elle soit très payante. Après, juste pour compléter, en général, quand il y a multi-tutelle, il y a toujours une tutelle qui prend le lead sur la valorisation, qui est l'organisme valorisateur.
Donc, en général, c'est plutôt avec elles que vous discutez la négociation derrière pour la licence. Ce n'est pas toujours le cas. Et c'est là qu'entrent en jeu aussi les SAT. En tout cas, à Linxium, l'idée, c'est d'avoir un interlocuteur unique. On fait le travail en amont avec les différentes tutelles copropriétaires de l'API, du brevet, des actifs, pour que justement, après, au niveau de la négociation, ça se fasse vraiment en direct entre la start-up ou les entrepreneurs de la future start-up et la SAT. C'est trop bien. Mais je sais que ce n'est pas évident et voilà, ça fait partie de notre petite French touch. Alors là, voilà, super, merci Amélie, tu as répondu à la question avant même que je la pose. Combien d'années on est éligible jusqu'à combien d'années après la thèse? Donc oui, avant c'était 3 ans, on a ouvert un peu plus, donc jusqu'à 5 ans après la thèse. Ok, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on a? On peut candidater sur ses travaux post-doc et non de thèse. Est-ce que quelqu'un saurait répondre à cette question? Oui. Vas-y, Valentine. Oui, ça rejoint un peu la question qui a été posée tout à l'heure. C'est, je pense que dans le cadre de ce concours, l'idée, c'est de valoriser des travaux de recherche. Alors, quand on s'adresse aux jeunes docteurs, très souvent, ça peut être des travaux issus de leur thèse, mais dans d'autres cas, pas du tout. On a assez de recul. Nous, à la SAT Linxium, concrètement, on a un projet sur 5 qui est lauréat IPHD. Enfin, donc, un projet sur 5 lauréat IPHD et de Linxium. Tous ne valorisent pas les travaux de leur propre thèse. Ils ont été recrutés. C'est des personnes qui sont arrivées sur un projet en tant que postdoc ou CDD de maturation, si vous voulez, chez nous, et qui ont pris à bras-le-corps ce projet-là et qui veulent le valoriser et qui, du coup, ont concouru après à PhD. Donc, alors, évidemment qu'ils ont un background scientifique qui est en lien avec leurs travaux de thèse, mais le projet de valorisation ne concerne pas le projet de thèse en soi. Il concerne leur projet de postdoc, du coup. Merci beaucoup, Valentine. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous partager? Oui. Comment jugez-vous, Louis, comment jugez-vous l'obtention de financement en termes de difficulté de temps? Exemple de demande en cours ou décrochée pour nos invités, en particulier dans le domaine de la santé, business angel, sponsor, financement, ARD. C'est peut-être pour toi, Igor, tu es un peu plus avancé. Comment tu juges l'obtention des financements en termes de difficulté et de temps que tu as sans doute consacré? On parle de la BFT ou en général? Je pense en général. Ouais, c'est dur à dire, hein. Enfin, c'est tellement variable, l'obtention des financements. Moi, j'ai juste obtenu pour l'instant la BFT. Mais ça, du coup, elle est liée à la candidature. Donc, le process est simplifié. Pour tous les autres financements, je sais pas, ça fait tellement partie du travail d'entrepreneur de tous les jours de trouver de l'argent. Enfin, ok. Si vous n'aimez pas chercher de l'argent, soyez pas CEO, quoi. Une grosse partie de votre temps va consister à... Enfin, je ne suis pas CEO, voilà. Mais consiste à trouver de l'argent pour payer des prestats, payer tout un tas de gens, quoi. Alors qu'il y a plein de manières possibles. Je ne vais pas détailler comment on trouve des financements, mais justement, c'est un univers extrêmement vaste qui est a priori inconnu. Qui est encore très très flou, mais en tout cas une partie du brouillard a été dissipée par IPHD. Après peut-être des petites précisions, mais sur les financements, moi je suis au tout début de l'histoire, hein, donc je n'ai pas encore eu beaucoup d'occasion de le faire, mais je ne me suis pas renseignée, mais globalement les financements de la BPI sont extrêmement prisés parce que c'est des financements qui sont ce qu'on appelle non dilutifs, c'est-à-dire que c'est des subventions. Donc ça évite de diluer son capital, de perdre de la gouvernance, etc. Et c'est pour des projets qui souvent sont assez early, donc plutôt adaptés justement pour des projets de démarrage. C'est sûr que c'est des dossiers qui sont longs à faire, qui s'anticipent, surtout à mesure qu'ils grossissent, c'est-à-dire que la BFT, ça prend pas trop de temps, la BFTE, 90 000 un peu plus, et puis iLab encore plus, et ensuite pour les suivants. On peut vraiment se faire accompagner là-dessus. Il y a sinon quelques cabinets qui aident à le faire. Il me semble que les SAT peuvent accompagner aussi là-dessus, enfin, on pourrait compléter.
Et dans iPhD, on a aussi un peu d'accompagnement. Mais voilà, iLab, souvent, on nous dit, par exemple, qu'il faut prévoir 2 mois. Enfin, c'est quand même des dossiers qui sont longs. Il faut l'avoir en tête. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que souvent, c'est à mettre en comparaison de financement, en gros, dilutif, donc de faire rentrer des investisseurs. Ça prend pas du tout moins de temps de préparer, d'aller chercher des investisseurs, des business angels, des VC, etc. C'est aussi des process qui sont très longs. Donc, voilà. Après, un point aussi à prendre en compte, c'est peut-être la date d'obtention des financements. C'est vrai que les financements comme BFTE, BFT, il me semble qu'on peut les obtenir relativement rapidement après l'instruction du dossier, enfin, disons peut-être dans les 2 mois, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, oui, un peu plus. Voilà, bon, un peu plus pour la BFTE. iLab, c'est vraiment plus long que ça. Donc voilà, c'est à prendre en compte dans les business plans notamment, parce que c'est vrai que moi j'avais tendance à avoir raccourci un peu ces dates-là, mais voilà, ça prend du temps. Et c'est ça qui peut aussi amener à être obligé de faire appel à des financements autres que la BPI. À savoir aussi que pour les financements pays, il faut pouvoir en face mettre les fonds propres, donc avoir récupéré de l'argent par ailleurs de toute façon. Voilà. Merci beaucoup. J'attends un petit peu, juste j'ai répondu à quelques questions aussi. Mais juste en tout cas, en étant dans le process IPHJ, enfin, malgré tout, on est quand même dans les bonnes tracks pour pouvoir postuler au financement de la BPI. C'est pas mal. Ouais, effectivement. Alexandre pose une question, on peut cumuler IPHD, BFT, BFTE. Alors, pour être un peu plus clair, IPHD, donc c'est le concours IPHD. Dans ce concours, vous avez un certain nombre de prix et notamment, dans les prix, vous avez l'accès sur dossier, bien sûr, instruction du dossier, à potentiellement une BFT, une bourse French Tech de 30 000 €. Vous pouvez obtenir donc cette bourse French Tech sur dossier. Et ensuite, ce qui est intéressant, en fait, c'est que vous allez pouvoir aussi faire un dossier pour la BFTE. Voilà, donc, enfin, oui, vous pouvez cumuler si vous voulez, mais le concours IPHD, il chapeaute finalement la BFT. Je ne sais plus si ce que je vais dire est encore de vigueur, mais un des gros intérêts de la BFT, c'est qu'elle peut être versée à une personne propre, une personne physique. Tout à fait. Et du coup, vous pouvez la recevoir, enfin, votre boîte n'est pas créée, vous pouvez recevoir l'argent pour tester votre POC. À l'inverse, la BFTE et la quasi-totalité de toutes les autres subventions nécessite que vous ayez une entreprise. Donc, c'est vraiment de l'argent pour tester, avant que votre boîte existe, quoi. Oui, exactement. C'est la seule bourse, d'ailleurs, qu'on peut avoir en personne physique. Et on peut l'avoir que quand on a IPHJ, d'ailleurs. Enfin, en fait, oui, tout à fait. C'est vraiment spécifique, quoi. Et BFTE, c'est jusqu'à 1 an après la création. C'est bon à savoir. Après, la BFT existe aussi pour les entreprises, du coup, mais une fois créée, et c'est pas en personne physique, quoi. Exactement. Merci beaucoup. J'ai passé 4 ans en thèse, mais je n'ai pas terminé. Alors, nous, dans le règlement en fait, du concours IPHD, on demande le diplôme en fait, qui atteste l'obtention, la soutenance de thèse. Donc, du coup, si vous ne l'avez pas terminé, vous n'allez pas pouvoir avoir ce justificatif. J'ai encore Alexis qui est en train d'écrire. Je vous retiens quelques minutes. Il y a sans doute une dernière question. Attendez. Oui, alors Alexis demande s'il y a d'autres visios prochainement pour savoir comment se financer pendant toute la durée de création d'entreprise. Oui, on appelle ça des boîtes à questions. On en organise une tous les mois, en fait, de janvier, février, mars, juste avant la clôture du concours IPHJ pour répondre à toutes vos questions. Et notamment la problématique de comment se rémunérer, quelle est sa place en tant que CEO, CTO. Et puis, on a aussi comment faire pour pas que sa thèse finisse dans un placard. Ça sera la première thématique de janvier. Ok. Juste Célia, j'ai l'impression qu'au-delà du chat, il y a des questions dans la boîte à questions. Je sais pas si oui, aussi. Ouais. Il y a peut-être un complément aussi de Gérald par rapport à l'éligibilité, par rapport aux années de thèse, qui précisait que c'était bien dès la 2e année de thèse et qu'il n'y avait pas forcément besoin d'avoir soutenu la thèse. Ah d'accord, Gérald, il n'y a pas besoin d'avoir, alors c'est moi, il n'y a pas besoin d'avoir soutenu sa thèse, ça veut dire que, vas-y, et tu vas pouvoir répondre à l'écrit. Je
pense qu'à partir du moment où c'est pendant la thèse, évidemment, il faut être inscrit en thèse. Voilà, inscrit en thèse. Par contre, une personne qui a fait sa thèse, qui a arrêté sa thèse, du coup, voilà, c'est bien ça. Exactement, c'est bien ça. Je me suis dit, mince, si on a besoin du diplôme. Attendez, donc du coup, hop, je switch avec les questions. Est-ce que les anthropologies peuvent candidater? Alors, l'anthropologie, alors en termes de domaine, tous les domaines sont. Vas-y, Magali. Voilà, oui, c'est ça. Si je comprends bien la question, et tous les domaines sont recevables en fait à partir du moment où c'est le sujet d'une thèse. Vous avez répondu aussi aux autres questions de Madina. Qu'est-ce qu'il y a en OTT? Peut-on rejoindre ce programme si je reprends un brevet d'une SAT? Si oui, quels sont les prérequis? C'est pour toi, Valentine. Oui, du coup, je pense que c'est... alors, je ne sais pas de quel projet, de quel pays et de quel SAT on parle, mais en général, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des personnes qui vont intégrer un projet et donc faire partie de l'équipe de porteurs valorisateurs d'un projet dans une SAT, et ils peuvent tout à fait, après, ce que je disais, prendre le projet à bras-le-corps et se positionner comme futur entrepreneur et candidater à IPHD, quoi. Donc, voilà, je l'invite à se rapprocher de la SAT pour concourir. Merci beaucoup. Madina, pour votre question, vous pouvez peut-être, sur l'anthropologie, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus. N'hésitez pas à nous écrire pour qu'on puisse comprendre si c'est une question sur le sujet de votre thèse, si c'est le domaine, voilà, pour qu'on puisse vous aider au mieux. Alors, je regarde, vous pouvez partager les questions aussi si vous êtes plus rapide que moi. Il y avait la question de Martin, pourquoi être accompagné par un OTT plutôt qu'un incubateur? Ah oui, tiens, Valentine. Tout dépend de qui est l'organisme qui, sur le moment, gère le projet et l'API. Donc, il y avait une question aussi sur... Je dirais que c'est complémentaire. Parce qu'a priori, nous, par exemple, on a un institut de transfert et on a aussi été intégré à un incubateur. En gros, l'institut de transfert s'occupe effectivement du transfert de pays. Après, ça dépend, il y a des instituts de transfert qui accompagnent énormément, etc. Mais pour revenir sur ce qu'Igor disait sur les différentes formations, c'est aussi bien d'avoir différents types d'accompagnement et différents écosystèmes. Dans l'incubateur, souvent, on peut avoir la richesse d'avoir d'autres startups en cours de création qui sont à des stades assez différents, aussi des propositions de formation qui souvent sont complémentaires ou arrivent à d'autres moments. Je ne sais pas si à Linxium vous proposez des formations en plus, mais ça peut être quand même très complémentaire et intéressant d'avoir des gens d'écosystèmes différents. Nous, à Linxium, on est OTT et incubateur. Donc, déjà, la question ne se pose pas chez nous. Mais d'une façon générale, je dirais, il n'y a pas à choisir entre les deux. Déjà, il faut discuter avec celui qui est, l'organisme qui est en gestion de la propriété intellectuelle en lien avec le projet. Et en général, cet organisme-là soit propose à cette casquette d'incubateur, mais très souvent est associé aussi à un incubateur. Pour moi, rien n'est antinomique et il n'y a pas un choix à faire. Le sens de la question me fait penser qu'il y a un choix, mais il n'y a pas à mettre dans une balance des choses. Il faut discuter avec... je pense que le point d'entrée, c'est quand même l'OTT, et puis voir après comment ça s'organise au niveau local, comment c'est organisé au niveau de l'accompagnement pour un projet de start-up. Valentine, est-ce qu'il serait possible en fait de nous éclaircir, parce que c'est vrai que j'ai parlé de SAT, après tu as parlé d'OTT, et du coup j'ai une question qui est, je comprends pas très bien entre OTT et SAT.
Alors, OTT, organisme de transfert de technologie, c'est le terme générique, on va dire, pour tout ce qui est organisme de valorisation. Suivant en France, en fait, on n'est pas... Il y a différents OTT, ça peut être... La SAT peut être un OTT, une filiale de valorisation d'une université peut être un OTT, certaines tutelles d'organismes de recherche nationaux ont leurs propres OTT, je pense au CNRS, je pense à l'INSERM. Donc, il y a, voilà, c'est le terme générique qui va définir l'organisme de valorisation d'un institut de recherche. La SAT, après, c'est quelque chose qui est plus spécifique, puisque on est issu d'un financement, d'un appel d'offres du gouvernement, où on nous demandait de structurer justement la valorisation via des SAT. Et dans certaines régions, des SAT se sont créées, et elles se sont, dans certains cas, substituées aux OTT présents, ou alors elles se sont organisées avec les OTT présents pour se répartir, entre guillemets, leur mission. Voilà, je vais m'en arrêter là sur la discussion, mais prenez le terme OTT comme un terme générique, mettez-y les SAT dedans et considérez que c'est l'organisme qui s'occupe de la valorisation. Donc, c'est ceux qui s'occupent justement des brevets, de la propriété intellectuelle de vos instituts de recherche. Et vous n'aurez... alors, si vous ne savez pas chez qui vous orientez, vous êtes dans un labo, vous faites une recherche et que vous ne savez pas chez qui vous orientez, soit vous regardez quelle est la tutelle de votre laboratoire, mais j'allais dire même d'une façon plus globale, regardez tout simplement votre fiche de paye. Vous regardez qui vous paye aujourd'hui. Si c'est l'INRIA, vous allez à l'INRIA. Si c'est l'université, vous allez à l'université. Vous ne ferez pas d'erreur, en fait, à taper à une première porte qui est celle de votre employeur. Et après, on vous dira si la gestion de l'API, c'est bien eux qui l'ont ou si c'est une autre co-tutelle de votre laboratoire, le CNRS, etc. Donc, je vous dirais le premier réflexe, si vraiment vous ne savez pas, vous êtes perdu, alors vous avez l'option effectivement de contacter BPI et de leur demander, mais déjà le premier réflexe, regardez votre fiche de paye, regardez le logo qui est en haut de votre fiche de paye, vous avez un nom d'employeur, et bien regardez cette tutelle et allez toquer à la porte de cette tutelle, vous ne ferez pas d'erreur en faisant ça. Et après, ils vous orienteront vers le bon organisme qui s'occupe de la gestion de votre laboratoire, de l'API de votre laboratoire ou de votre institut. Ok, super, merci beaucoup. J'ai l'impression que les questions se sont arrêtées. J'attends juste une minute de plus au cas où. On me dit d'accord et on me dit merci. On a eu beaucoup de questions, ça c'est super. Merci en tout cas vraiment à tous, Valentine, Romain, Amélie, Diane-Laure, Magali et Gord d'avoir répondu à toutes les questions, d'avoir partagé aussi votre retour d'expérience. Donc ça, c'est vraiment très utile. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter sur LinkedIn ou quoi. Je pense qu'on sera tous ravis d'y répondre. Oui, c'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas. Proposer la même chose, ouais. Nos contacts sont assez faciles à trouver, je pense. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup. On va se quitter sur ces quelques mots. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, comme c'est dit, soit vous contactez une des personnes présentes ici par LinkedIn, soit vous pouvez nous contacter par mail. Je vous ai donné un tout petit peu plus haut mon adresse mail. Sinon, c'est iphd@bpifrance.fr. Vous retrouvez de toute façon toutes les informations nécessaires et je le remets en fin de conversation sur la page BPI France Concours IPHD. Et merci beaucoup et nous espérons surtout avoir vos candidatures. On avait un peu plus de 145 personnes connectées. Donc, ça serait super au moins déjà d'être sensibilisé à l'entrepreneuriat Deep Tech. Et voilà, si on peut vous retrouver l'année prochaine, on sera ravis. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. À très vite. Au revoir. Au revoir.